Il est l'un des plus célèbres touche-à-tout de tous les temps. Esprit universel, artiste et inventeur, ses idées étaient en avance sur son temps. Le char d'assaut, le scaphandre, l'hélicoptère. Mais des faits peu connus apportent un nouvel éclairage sur ses inventions qui seraient bien moins révolutionnaires qu'on ne le pense. Il est très au fait des connaissances de son époque et il s'en inspire. Ce personnage emblématique n'était-il donc pas si en avance sur son temps? Après avoir enquêté sur les progrès technologiques du XVe et du XVIe siècle en Europe et utilisé des outils modernes pour analyser les différentes couches d'un tableau mythique, nous ouvrons le dossier secret de Léonard de Vinci. Au XVIe siècle, l'Italie connaît le plus grand élan d'innovation artistique, technologique et scientifique que le monde ait jamais connu. Le plus célèbre de ses initiateurs est sans doute Léonard de Vinci. Après sa mort, au fil des siècles, il a été élevé au rang de symbole quasi divin de la Renaissance italienne. L'historienne Monica Azzolini cherche à comprendre pourquoi De Vinci a été autant porté au nu. Au fil du temps, Léonard de Vinci est presque devenu une icône. En fait, il est devenu l'incarnation de l'image romantique du génie de la Renaissance. Ça ressemble beaucoup à la création d'un mythe qui réunit tous les aspects positifs de la Renaissance. Les recherches pour comprendre comment De Vinci a acquis ce statut nous font remonter en 1452 dans la ville de Vinci, en Toscane. Léonard de Vinci est l'enfant naturel d'une paysanne et d'un notaire respecté. Malgré ses origines modestes, il finira par influencer pratiquement tous les domaines du savoir. Mais il faudra attendre bien longtemps après sa mort pour connaître l'incroyable étendue des disciplines au service desquelles il a mis son talent. Les carnets de notes de Léonard de Vinci sortent de l'ombre à la fin du XIXe siècle. L'Allemand Jean-Paul Richter commence à en transcrire et à en traduire un grand nombre. Et lorsque son travail est publié à la fin du XIXe siècle, le contenu des carnets de notes de Léonard de Vinci devient enfin accessible aux intellectuels. Stupéfait par les idées et l'inventivité exprimées dans ces carnets, le public commence à vénérer Léonard de Vinci comme une sorte de génie surnaturel. Le regard porté sur Léonard de Vinci change, car les intellectuels découvrent l'étendue de son savoir, la diversité de ses activités, et c'est ainsi qu'il est progressivement perçu comme un polymathe. Il commence à être perçu comme un homme capable de presque tout. Pourtant, des experts découvrent des éléments qui prouvent que certaines des idées exposées dans ces carnets n'ont peut-être pas germé dans l'esprit de cet homme brillant. Le talent précoce de Léonard de Vinci lui a permis de côtoyer directement de grandes figures de la Renaissance. Au milieu du XVe siècle, Ludovico Sforza prend la succession de Philippe Marie Visconti à la tête du duché de Milan. Dans le bastion familial, le château des Sforza, il recrute les meilleurs artistes et ingénieurs pour l'embellir. En 1482, Léonard de Vinci est invité à rejoindre ses élites. Il reste au château pendant 17 ans. En 1496, Luca Pacioli, l'éminent mathématicien, intègre la cour de Sforza. Alors qu'il enseigne à Milan, il rencontre Léonard de Vinci,
qui apprend beaucoup de Luca Pacioli. Ils entretenaient une espèce de relation professeur-élève. En 1499, la France envahit le duché de Milan et Sforza est renversé. Privés de leur mécène, De Vinci et Pacioli quittent Milan mais continuent à travailler ensemble. De Vinci apporte aussi son aide à Pacioli. C'est lui qui a dessiné les polyèdres, c'est-à-dire les solides qui figurent dans l'un des travaux les plus remarquables de Pacioli, la Divina Proporzione ou la Divine Proportion. Les connaissances mathématiques qu'il assimile avec Pacioli sont à l'origine d'une grande partie des travaux techniques qui plus tard feront sa renommée. Et il n'y a pas que les mathématiques que Léonard de Vinci a étudiées auprès d'autres savants. Des recherches ont permis d'identifier les sources d'inspiration de certaines de ses inventions. Le scaphandre, le char d'assaut, les machines volantes. Ces inventions futuristes ont-elles vraiment été conçues par Léonard de Vinci? Le professeur Paolo Galuzzi a fait des recherches approfondies sur l'héritage scientifique de l'Italie. À Florence, il est idéalement placé pour enquêter sur le lien entre De Vinci et les autres ingénieurs de la Renaissance. Pour appréhender le vrai Léonard de Vinci, il faut le replacer dans son contexte historique. Au début de la Renaissance, les avancées technologiques se succèdent dans la ville de Sienne. Fourmillant d'activités, Sienne devient un centre d'innovation technologique. 50 km seulement séparent les deux villes. Un nouveau mouvement tente de combiner l'utilisation des technologies classiques et le développement de dispositifs expérimentaux. Mariano Taccola en est l'un des principaux acteurs. Taccola a eu un rôle essentiel. Ses manuscrits regorgent d'illustrations, des centaines de représentations de machines. C'est une véritable révolution. Dans l'un des hauts lieux de la Renaissance italienne, les statues de leurs illustres habitants sont nombreuses, mais étonnamment les hommages à Taccola ne sont pas légion. Cependant, 5 volumes de cet ingénieur visionnaire sont encore là pour témoigner de son ingéniosité. Et il est difficile d'ignorer les similitudes entre les travaux de Mariano Taccola et de Léonard de Vinci. On y trouve même une silhouette ressemblant à l'homme de Vitruve, bien qu'un peu plus grossière que l'œuvre de Léonard de Vinci. Et il est prouvé que Léonard de Vinci a bien vu les travaux de Taccola. Francesco di Giorgio, autre ingénieur remarquable de Sienne, a hérité de tous les manuscrits de Taccola et s'en est inspiré pour ses travaux, en améliorant les concepts et les illustrations, tout comme De Vinci allait le faire plus tard avec ceux de Di Giorgio. Léonard de Vinci possédait au moins un manuscrit de Di Giorgio. Il a été retrouvé dans sa bibliothèque personnelle et on peut encore y voir ses annotations. Je n'ai trouvé qu'une preuve directe d'une évocation de Mariano Taccola dans les manuscrits de Léonard de Vinci. Mais elle est suffisante pour nous laisser supposer, même plus que supposer, que De Vinci a eu accès aux travaux de Taccola. Francesco di Giorgio avait hérité de tous les manuscrits de Taccola. Et De Vinci possédait l'un de ceux de Di Giorgio. Donc, il y a eu transmission de savoir de Taccola à Di Giorgio et de Di Giorgio à De Vinci. Les manuscrits de Sienne contiennent de nombreux croquis de dispositifs pour respirer sous l'eau, semblables à ceux de De Vinci. Des archives du début du XVe siècle font mention de recherches dont le but est de permettre à l'homme d'aller sous l'eau. Les dessins de Léonard de Vinci semblent être une combinaison de toutes ces réflexions. Mais comme pour l'homme de Vitruve, il présente aussi des différences flagrantes. Ce sont des ébauches, des dessins grossiers bien moins compréhensibles que ceux de Léonard de Vinci. Donc Léonard de Vinci n'invente pas le premier scaphandre, mais il améliore considérablement le prototype. L'amélioration ne porte pas seulement sur les dessins, mais aussi sur les caractéristiques techniques de l'engin. Léonard de Vinci est aussi devenu célèbre pour ses travaux sur le vol. Il aurait été le premier à comprendre les principes de l'aviation
et il est aujourd'hui reconnu pour avoir inventé d'innombrables machines volantes destinées à lancer l'homme dans les airs. Parachute, deltaplane ou encore hélicoptère. Tobias Capwell, historien, est venu dans le comté anglais du Wiltshire pour étudier la vie de l'un des prédécesseurs de Vinci, Aylmer de Malmesbury. Aylmer était un moine du monastère médiéval de Malmesbury. Probablement né aux environs de 980 ou 985 avant Jésus-Christ, il serait mort peu de temps après l'invasion normande en 1066. Son histoire apparaît dans un manuscrit du XIIe siècle et révèle un exploit qui le place en compétition avec De Vinci pour le titre de pionnier du vol. Au début du XIIe siècle, un autre moine de Malmesbury, Guillaume, a écrit une histoire de l'Angleterre, intitulée littéralement « Les actions des rois d'Angleterre », dans laquelle figure Aylmer. C'était un érudit à l'époque. Et dans sa prime jeunesse, il s'est lancé dans une entreprise d'une incroyable audace. Il avait réussi à attacher des ailes à ses mains et à ses pieds, de manière à voler comme des dalles. Puis, exposé au vent, au sommet d'une tour, il s'est élancé et a volé sur plus de 200 mètres. Mais malmené par la violence du vent et le tourbillonnement de l'air, il est tombé, s'est cassé les 2 jambes et en est sorti boiteux. Le plus important dans cette petite histoire qui s'inscrit dans la grande, c'est que l'historien Guillaume de Malmesbury n'est pas seulement l'un de nos historiens les plus fiables. Il est aussi originaire du même endroit qu'Aylmer. Et il aurait parlé à des personnes dont les grands-parents ou arrière-grands-parents avaient vu Aylmer survoler Malmesbury. C'est un témoignage extraordinaire, presque oculaire. La tour de laquelle Aylmer s'est envolé n'est plus là, mais l'abbaye est à peu près de la même hauteur. Du haut de son toit, il est aisé de mesurer l'audace dont Aylmer a fait preuve en se jetant dans le vide. L'endroit où il aurait atterri est connu de tous et porte le nom d'Oliver's Lane. Oliver étant le nom qui lui a été donné par erreur au XIVe siècle dans un récit relatant les faits. Selon Guillaume de Malmesbury, Aylmer a volé sur plus de 200 mètres, ce qui représente plus de la moitié de la tour Eiffel. Le tracé du vol d'Aylmer au-dessus du village montre toute l'ampleur de l'exploit. Le fait qu'Aylmer se soit écrasé et cassé les 2 jambes ne doit en aucun cas laisser penser que son vol a échoué. Il a décollé à 25 mètres de haut et a volé sur une distance de plus de 200 mètres. C'est une performance tout à fait honorable, même selon les normes actuelles en deltaplane. Donc l'atterrissage n'était pas au point, mais il avait manifestement bien compris le principe du vol. Il n'en reste pas moins qu'Aylmer n'avait pas réussi à stabiliser son dispositif. Dans le récit de Guillaume de Malmesbury, il semble évident qu'Aylmer avait compris son erreur. Ce qui est vraiment intéressant dans ce texte historique, c'est qu'il aurait lui-même compris que si son engin n'était pas stable, c'était parce qu'il avait oublié de le doter d'un empennage. Cet homme du Moyen-Âge avait donc à l'esprit l'image d'un avion moderne. Ainsi, plusieurs siècles avant Léonard de Vinci, on avait déjà commencé à expérimenter les principes du vol. Des dessins de machines volantes primitives attribués à des ingénieurs italiens ont précédé ces esquisses. On pense que Léonard de Vinci aurait adapté ses idées pour créer ces appareils plus sophistiqués. Mais en y regardant de plus près, aucune de ces machines n'est véritablement la merveille technologique que l'on imaginait. On n'a eu de cesse de rendre hommage au brillant scientifique et au grand inventeur qu'était Léonard de Vinci. Bien sûr, ses croquis de machines volantes comptent parmi ses travaux les plus connus.
Mais il ne faut pas confondre dessin magnifique et invention géniale, car ce n'était pas le cas. Aucune de ces machines n'aurait fonctionné. Même son hélicoptère avait des défauts. Le fameux hélicoptère de Léonard de Vinci lui a probablement été inspiré par un jouet que des commerçants européens avaient rapporté de Chine. Et en effet, son concept aurait peut-être fonctionné en tant que modèle réduit. Ce qu'il ne semble pas avoir compris, c'est qu'augmenter l'échelle ne suffit pas. Un modèle géant de ce jouet chinois n'aurait pas été en mesure de supporter un pilote humain. Ses idées en matière de vol n'étaient donc ni réalisables ni révolutionnaires. On peut dire qu'il a copié et amélioré des engins existants. Il n'était pas le seul à procéder de cette manière. Un certain nombre d'ingénieurs, qui n'ont pas autant marqué les esprits, ont essayé d'obtenir des résultats comparables en créant le même genre de machine. Paradoxalement, depuis la découverte de ses carnets, Léonard de Vinci s'est vu attribuer des inventions qu'il n'a lui-même jamais revendiquées. Et les véritables créateurs de ces concepts sont tombés dans l'oubli. Son image d'inventeur de génie vivant à une époque qui n'était pas prête à accueillir ses idées révolutionnaires n'est plus fondée. Je pense qu'il serait injuste de le considérer comme un précurseur, alors que lui-même aurait reconnu qu'il devait beaucoup aux traditions du Moyen-Âge et de la Renaissance dans lequel il baignait. Pourtant, ses propres contemporains l'ont acclamé comme celui qui allait changer le visage de l'art. Le professeur Martin Kemp est un expert reconnu dans le monde entier qui a passé 40 ans à étudier De Vinci et la Renaissance. Il disait que Léonard de Vinci était ce qu'ils appelaient à l'époque un ingenio, un génie. Cet homme était le plus stupéfiant de tous. Il faut dire que l'artiste qui a peint Mona Lisa, le tableau le plus célèbre du monde, devait avoir quelque chose de spécial. Le génie artistique de Léonard de Vinci a vite été remarqué. Très jeune, il est envoyé en apprentissage dans l'atelier du grand Verrocchio. Verrocchio s'inscrit dans la grande tradition florentine de la polyvalence artistique. Il était l'un des plus grands maîtres de Florence. Il avait formé de nombreux artistes majeurs. Son atelier était l'endroit idéal pour un apprenti. Et le talent prodigieux du jeune homme devient vite évident. Dès le début, il est considéré comme une étoile montante. Tout le monde reconnaît son talent. Et la meilleure illustration du don extraordinaire de Léonard de Vinci est sans conteste son tableau le plus connu, la Joconde. Lorsqu'elle a été volée en 1911, les médias de l'époque se sont emparés de l'histoire. Depuis, elle fait partie de la conscience collective mondiale. En termes de peinture, Mona Lisa est sans doute une synthèse de tout ce dont il était capable. L'ingénieur et inventeur Pascal Cotte a conçu et mis au point un système d'imagerie électronique inédit. Il a créé une caméra qui utilise une technique multispectrale dans le but de voir chacune des couches apposées lors de la réalisation du tableau. La caméra permet de distinguer le croquis de Léonard de Vinci et donc de reconstituer l'histoire du tableau. Les tableaux de la Renaissance sont constitués de nombreuses couches, apposées l'une après l'autre. Et la technologie de Pascal Cotte permet d'analyser à la fois la surface du tableau, mais aussi, notamment grâce aux infrarouges, ce qu'il y a en dessous. Il a bénéficié d'un accès exceptionnel à la Joconde, au Louvre, et a reçu l'autorisation d'utiliser sa technologie de pointe pour analyser les phases de la réalisation du chef-d'œuvre. Ici, dans son laboratoire chez Lumière Technologies à Paris, se trouvent les résultats de ses numérisations. Il a réalisé une réplique de la Joconde et a recréé les conditions de numérisation pour expliquer le fonctionnement de son système. Une caméra professionnelle enregistre environ 20 millions de pixels
et les 3 couleurs primaires ou longueurs d'onde de lumière. Celle de Pascal-Cotte enregistre 240 millions de pixels et 13 longueurs d'onde, dont 4 ne font pas partie du spectre visible. Nous avons ici un modèle de notre support de filtre. Vous pouvez voir qu'il y en a 13. Et chacun d'entre eux permet au capteur de ne voir qu'une longueur d'onde de lumière limitée. Le capteur scanne toute la surface avec le premier filtre. Ensuite, nous balayons à nouveau le tableau avec le filtre suivant. Le spectre visible de chacun des 240 millions de pixels est calculé par la caméra, qui génère ainsi une énorme quantité de données. Les résultats des numérisations de Pascal-Cotte consistent en une série complexe de chiffres et de graphiques. En les entrant dans le logiciel informatique qu'il a lui-même conçu, il peut reconstituer tous les stades de l'évolution de la Joconde. Il apporte ainsi une illustration scientifique de la technique minutieuse et complexe employée par Léonard de Vinci, appelée sfumato. Il peignait d'une manière extraordinaire. Il prenait un glacis, c'est-à-dire un liant à base d'huile, auquel il ajoutait très peu de pigments. Il obtenait ainsi une très fine couche d'huile teintée. Il la posait ensuite sur un fond blanc pour obtenir ce léger voile de couleur. Puis il superposait des voiles de couleur successifs. C'est un peu comme du verre teinté. La lumière traverse les pigments, puis elle arrive au fond blanc, par lequel elle est réfléchie. Les numérisations révèlent aussi comment l'artiste a intensifié la couleur par saturation. Elles montrent qu'il ne se contentait pas d'ajouter du noir ou une couleur plus sombre dans sa peinture pour rendre la lumière et les ombres, mais qu'il procédait couche de couleur par couche de couleur. Cette méthode est si délicate que personne n'a jamais réussi à obtenir le même rendu. C'est dans sa manière de peindre que s'exprime le véritable génie de Léonard de Vinci. Il n'a peut-être pas été l'extraordinaire inventeur que l'histoire a fait de lui, mais la diversité des domaines abordés dans ses carnets nous montre l'étendue exceptionnelle de son savoir. Il s'est intéressé à la botanique, à l'astronomie, à la médecine, à la peinture, aux aspects théoriques de la couleur et de la peinture, ce qui au final constitue un large éventail de domaines dont on entend peu parler, même à la Renaissance. Nous percevons tous Léonard de Vinci comme quelqu'un qui a reçu un don de Dieu, de la nature ou autre, mais un don qui a fait de lui une sorte de Dieu ou de magicien. Même si nombre d'historiens se sont intéressés à lui, 500 ans après sa mort, c'est le génie artistique de Léonard de Vinci qui a véritablement traversé les siècles.